Un bon marcheur a souvent une pensée flexible et débordante d'idées créatives, tout en étant courtois et en maintenant de bonnes relations avec les autres. Si vous voulez profiter d'une vie riche, lacez vos chaussures et sortez. Assurez-vous qu'un avenir heureux vous attend. Aimez-vous marcher? Je suis quelqu'un qui aime marcher, et même lorsque je suis occupé, j'essaie de marcher entre 30 minutes et 1 heure chaque jour. L'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas m'arrêter de marcher est que, après avoir marché, je me sens de meilleure humeur. Il y a des moments où l'humeur devient mauvaise et déprimante, et vous ne voulez rien faire. Dans ces moments-là, si je suis seul à la maison, je me sens encore plus mal. La raison pour laquelle l'humeur s'améliore en marchant est due à la production de l'hormone du bonheur, la sérotonine. En fin de compte, nous pouvons réaliser que notre corps et notre esprit sont connectés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui traite des nombreux effets bénéfiques de la marche, ainsi que de la manière de marcher correctement. Le livre affirme qu'en marchant correctement, nous pouvons prévenir 90% des maladies telles que l'eczéma, la dépression, la constipation et le cancer. Le livre s'intitule « 90% des maladies peuvent être guéries simplement en marchant » de l'auteur Nagao Kajiro. Il est médecin de famille avec 30 ans d'expérience et a rencontré des milliers de patients. Il souligne que la marche, la méthode d'exercice la plus simple, est la clé pour surmonter toutes les maladies. Marcher renforce l'immunité, aide à arrêter de fumer, réduit les douleurs grâce à la sécrétion de sérotonine et fournit suffisamment d'oxygène au cerveau, ce qui améliore l'intelligence. Découvrons ensemble plus en détail les effets positifs de la marche. Je vais lire un extrait du livre « 90% des maladies peuvent être guéries simplement en marchant ». Je vous invite à écouter. Le pouvoir de la marche peut changer le destin. Écoutez. Introduction, le pouvoir de la marche peut changer le destin. Dire que marcher peut guérir les maladies, c'est incroyable. Est-ce une exagération? Je peux entendre vos voix, chers lecteurs, demandant s'il existe des preuves que 90% des maladies peuvent être guéries. Si quelqu'un pose une telle question, je ne peux pas fournir de preuves concrètes, donc je pourrais dire que c'est une exagération. Mais puisque nous vivons à une époque où la marche est mise en avant, j'espère que les gens penseront que marcher peut guérir 90% des maladies, c'est pourquoi j'ai osé donner ce titre. Je suis un médecin local, dirigeant une clinique nommée Nagao Clinic. En tant qu'hôpital local, je reçois divers patients dans des consultations externes. Des patients ayant des maladies liées au mode de vie telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hyperlipidémie, des patients ayant des problèmes digestifs, des patients souffrant de dépression ou d'insomnie, des patients atteints de démence, des patients atteints de cancer, et aussi des patients ayant des douleurs aux genoux ou au dos. Ainsi, les patients viennent consulter avec de nombreuses pathologies et symptômes différents, donc les méthodes de traitement varient également. Cependant, il y a un sujet commun que je discute souvent avec n'importe quel patient, c'est la marche. Je dis souvent aux patients, marchez-vous régulièrement? Vous devriez marcher plus. Je leur dis que simplement en marchant, leur état s'améliorera. Si je reformulais cela en disant « marcher guérira vos maladies », serait-ce plus précis? Je peux affirmer avec certitude que si vous marchez, vous n'aurez plus besoin d'un médecin. Je crois que la plupart des maladies sont dues au fait de ne pas marcher. Dans la société moderne, le nombre de maladies telles que la dépression, le cancer, les allergies et les maladies liées au système immunitaire augmente, car nous ne marchons pas assez. Les médecins examinent et posent un diagnostic, puis prescrivent souvent des médicaments en premier. Les patients consultent également les médecins pour obtenir une prescription afin de réduire les symptômes ou de guérir les maladies. En réalité, la médecine devrait commencer par des thérapies naturelles et de l'exercice avant de passer aux thérapies médicamenteuses, mais au cours des dernières décennies, la thérapie médicamenteuse a prévalu. La raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre sur la marche est que tout le monde sait que marcher est bon pour la santé, mais comme cela est devenu trop évident, les gens l'ignorent souvent. J'ai aussi l'intention de réexaminer le dogme des médicaments. Lorsque les gens entendent des informations sur la santé provenant d'émissions de télévision sur l'alimentation saine, beaucoup d'entre eux mettent ces aliments sur leur table ou se massent les pieds pour améliorer la circulation sanguine. Mais quand on leur demande s'ils marchent, ils répondent souvent « Non, je n'ai pas le temps ».
Ainsi, la raison pour laquelle beaucoup de gens savent que marcher est bon pour la santé mais ne le font pas pourrait être qu'ils ne réalisent pas l'importance de la marche. Ils peuvent penser que marcher est simplement bon, mais ne croient pas que cela puisse guérir des maladies. Lorsque vous marchez, toutes les maladies peuvent être guéries. Lorsque vous marchez, vos muscles et vos os deviennent plus forts, réduisant les symptômes de douleur au genou ou au dos en vieillissant. La démence peut également être prévenue grâce à la marche, et nous pouvons prévenir et traiter les symptômes lorsqu'ils apparaissent. Des maladies comme l'asthme, les maladies auto-immunes et les migraines peuvent également être traitées par la marche. Les troubles du sommeil et la dépression peuvent également être contrôlés sans avoir besoin de médicaments psychotropes. Les patients qui nécessitent des soins peuvent également vivre sans l'aide des autres s'ils marchent. Le titre 90% des maladies peuvent être guéries simplement en marchant contient mon expérience et ma sincérité, en tant que médecin local, au cours de plus de 20 ans de consultations externes. Si nous pouvons contrôler certaines maladies, la marche sera la clé la plus importante pour traiter et prévenir la plupart des maladies que je rencontre fréquemment à l'hôpital. En fait, il n'y a que des bénéfices à marcher, donc on pourrait plaisanter en disant que seuls les médecins ont des problèmes avec cela. Quand les gens sont en bonne santé, ils n'auront pas besoin de médecins autant qu'ils le font actuellement. Si les gens marchent, le nombre de patients diminuera, et de nombreuses personnes âgées vivront de manière plus autonome, réduisant ainsi le fardeau social sur les soins de santé. Récemment, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées, les coûts de santé et de soins sont devenus un problème sérieux dans la société. Mais si tout le monde marchait, ce fardeau pourrait être réduit de moitié. Pourquoi vivons-nous? N'est-ce pas pour être heureux et joyeux chaque jour? Avec cela à l'esprit, je n'ai pas l'intention de conseiller aux gens de marcher de manière pénible. Lorsque je conseille aux patients de marcher, ils refusent souvent en disant que c'est trop difficile. Mais marcher n'est pas douloureux. Je vais expliquer cela plus en détail ci-dessous, mais lorsque vous marchez, l'hormone du bonheur, la sérotonine, est produite en plus grande quantité. Ainsi, marcher est synonyme de bonheur, et tout le monde peut trouver un moyen simple d'être heureux. Dans ce livre, j'ai essayé de répondre à la question de pourquoi marcher peut encore nous rendre heureux et changer notre destin de la manière la plus compréhensible possible. Lorsque vous réalisez les effets merveilleux de la marche, la prochaine étape est de le faire. J'espère que marcher deviendra une habitude dans votre vie. Si cela se produit, non seulement votre santé s'améliorera, mais chaque jour, vous aurez aussi une vie plus heureuse. Marcher peut augmenter l'espérance de vie. Nous vivons à une époque où une personne sur 2 sera atteinte d'un cancer et une personne sur 3 mourra d'un cancer. Le nombre de patients atteints de cancer et de personnes touchées par des maladies augmente également, donc l'intérêt pour les méthodes de prévention du cancer est également en hausse. Le Centre national de recherche sur la prévention du cancer a publié 12 principes de vie pour prévenir le cancer. Il s'agit notamment de ne pas fumer, d'éviter la fumée de cigarettes, de boire de l'alcool avec modération, de manger équilibré, et bien d'autres. En résumé, la prévention des maladies liées au mode de vie est la meilleure méthode de prévention du cancer. Le diabète, l'hypertension artérielle et l'hyperlipidémie s'améliorent lorsque vous marchez davantage. J'ai expliqué que la plupart des maladies dans la société moderne sont dues au fait de ne pas marcher. En d'autres termes, un mode de vie sédentaire entraîne des maladies et des cancers. En réalité, l'homme est l'espèce animale la plus susceptible de développer un cancer. Environ 30% des humains meurent du cancer, tandis que le taux de mortalité dû au cancer chez d'autres espèces animales est très faible. Par exemple, les chimpanzés ont 99% de gènes similaires à ceux des humains, mais le taux de cancer est inférieur à 2%. Les chiens et les chats ont même un taux encore plus bas, d'environ 1% ou moins. Les poissons, qui peuvent nager librement dans l'eau, ont un taux encore plus bas, d'environ 0,1%. Cependant, les causes de mortalité chez les chiens et les chats domestiques sont similaires à celles des humains, avec environ 30% d'entre eux mourant du cancer. De plus, des études ont montré que les animaux inactifs sont plus susceptibles de développer un cancer. Les animaux sauvages, qui doivent toujours se déplacer, ne développent presque jamais de cancer. L'homme est similaire. Les tribus vivant dans des régions reculées d'Afrique, qui dorment au coucher du soleil et sont constamment actives,
ne développent presque jamais de cancer. Ainsi, on peut dire que le cancer est une maladie de civilisation que les personnes qui ne marchent pas et qui perturbent leur rythme biologique naturel développent. Quelles sont les causes du cancer? La cause directe du cancer est les dommages génétiques. Les dommages génétiques peuvent être hérités des parents ou, dans la plupart des cas, être causés par des facteurs externes tels que le tabac, les produits chimiques, le stress et de mauvaises habitudes alimentaires. En général, bien que les gènes soient endommagés, le corps se répare immédiatement. Cependant, parfois, les gènes endommagés sont quand même reproduits, et si ces erreurs s'accumulent, elles conduiront à la formation de cellules cancéreuses. Les erreurs dans la réplication des gènes deviennent plus fréquentes avec l'âge, ce qui a conduit à la croyance que le cancer est une maladie liée au vieillissement. En réalité, certaines études montrent que dans le corps d'une personne en bonne santé, plus de 5000 petites cellules cancéreuses se forment et disparaissent chaque jour. La détection et la destruction de ces petites cellules cancéreuses dans le corps relèvent de notre système immunitaire naturel. Tout comme nous installons un programme antivirus sur un ordinateur pour détecter et supprimer automatiquement les virus nuisibles, notre corps fonctionne de manière similaire. Cependant, lorsque le système immunitaire s'affaiblit, certaines cellules cancéreuses peuvent échapper à la détection. Le risque de dommages génétiques est également accru. Par conséquent, nous devons réduire le risque de dommages génétiques et, en cas d'erreur de réplication, nous devons maintenir un système immunitaire fort pour pouvoir les détruire. La meilleure façon d'y parvenir est de marcher, car lorsque vous marchez, les cellules immunitaires sont activées. Des recherches récentes montrent que les personnes qui ont l'habitude de faire de l'exercice modéré ont des cellules immunitaires appelées cellules NK qui sont plus actives que celles qui ne font pas d'exercice. Les cellules NK sont de puissants alliés qui détruisent directement les cellules infectées par des virus ou cancéreuses. Ce qui est remarquable dans cette étude, c'est l'expression « exercice modéré », car un exercice excessif peut réellement diminuer la résistance. Si vous faites de l'exercice de manière excessive, il y aura beaucoup d'oxydation dans le corps, ce qui entraîne des dommages cellulaires et génétiques. De plus, pour activer les cellules NK, il est également important de faire de l'exercice de manière agréable. Ainsi, marcher avec une bonne humeur est la clé pour préserver la santé. Beaucoup de gens dépensent de l'argent pour des compléments alimentaires coûteux ou des aliments fonctionnels pour prévenir le cancer, mais si vous marchez, vous n'aurez pas besoin de cela. Encore une fois, je souligne que marcher est très important. Le cancer est une maladie liée au vieillissement, donc avec l'âge, le risque de cancer augmente également. Il n'y a pas de moyen de prévenir complètement le cancer lié au vieillissement, mais le cancer causé par des habitudes de vie peut être prévenu. Si vous en avez le temps, essayez de marcher pour réduire le risque de cancer. Résoudre la constipation. Il suffit de marcher pour résoudre la constipation. Le reflux gastro-œsophagien, la dyspepsie, le syndrome du côlon irritable, ces termes peuvent sembler compliqués, mais pour faire simple, ce sont des maladies dues à la fonction diminuée de l'estomac et de l'intestin. Le reflux gastro-œsophagien se produit lorsque le jus gastrique et les aliments de l'estomac remontent dans l'œsophage, provoquant une inflammation ou des symptômes désagréables comme des brûlures d'estomac. La dyspepsie est également un ensemble de symptômes lorsque l'acide gastrique ou le contenu de l'estomac reflue dans l'œsophage. La dysfonction gastrique est une maladie où il n'y a aucune anomalie dans les résultats des tests mais où des symptômes comme des nausées, des douleurs abdominales et des ballonnements persistent. Le syndrome du côlon irritable est une maladie avec des symptômes désagréables tels que des douleurs abdominales, des ballonnements, et peut présenter des épisodes répétés de constipation ou de diarrhée, avec des symptômes qui s'améliorent après être allés à la selle. Récemment, il a été signalé que le nombre de patients atteints de maladies telles que celle-ci augmente considérablement. Autrefois, des symptômes comme des nausées, des diarrhées ou de la constipation étaient souvent considérés comme normaux, mais maintenant ils ont été nommés maladies et sont devenus des cibles de traitements médicamenteux. Le point commun entre ces maladies est qu'il n'y a pas de problème dans les résultats de l'endoscopie de l'œsophage, de l'estomac ou de l'intestin, mais les symptômes persistent. Le nombre de personnes ayant des dysfonctionnements gastriques sans cause physique évidente augmente rapidement. Où se trouve le contrôle de la fonction gastrique? C'est le système nerveux autonome. Comme on le sait,
Le système nerveux autonome se divise en système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est actif lorsque le corps est en mouvement, sous stress ou en situation de stress, tandis que le système nerveux parasympathique est actif lorsque le corps est au repos. Si l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux est perturbé, la fonction de l'estomac et des intestins sera affectée. Au lieu de dire « donnez-moi des médicaments pour améliorer la fonction de l'estomac et des intestins », il est essentiel de marcher. Il n'y a pas de meilleure façon d'améliorer la fonction du système nerveux autonome que de marcher. Vous devez sûrement deviner qu'en marchant, vous ressentirez la faim et que l'activité intestinale commencera. Je conseille toujours aux patients de marcher, mais ils ne le font pas pour diverses raisons. Si cela continue, ils ne pourront pas éviter de ne pas vouloir marcher. Il y a tellement de femmes qui portent des talons hauts et qui viennent à la clinique en disant « Je suis constipée, donc je voudrais une ordonnance ». Je ressens une frustration indescriptible en voyant des patients comme ça. Pour traiter la constipation, il est nécessaire de manger beaucoup de légumes. Certains disent que le yaourt est bon pour la constipation. Mais simplement manger pour résoudre la constipation n'est pas suffisant. Il est important de marcher. Cependant, les patients alités auront des difficultés à résoudre même leurs problèmes de défécation. Le problème n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas exercer de force pour déféquer, mais aussi qu'en période d'inactivité, la force musculaire diminue et la fonction du système nerveux autonome s'affaiblit, ce qui ralentit l'activité intestinale. Ceux qui peuvent marcher devraient marcher pour activer le système nerveux autonome, ce qui aidera à stimuler la contraction de l'estomac et des intestins. Utiliser des laxatifs temporairement pour réduire la sensation de ballonnement est bon, mais si vous marchez régulièrement, vous n'aurez plus besoin de médicaments. Lorsque vous marchez, vos intestins fonctionnent. C'est une vérité très simple et facile à comprendre. La santé du cerveau dépend également des intestins. Avez-vous récemment entendu parler des bactéries intestinales ou de l'environnement intestinal? Les bactéries intestinales sont des bactéries vivant dans les intestins, et il existe environ 30 000 types de bactéries différentes dans le corps humain, avec plus d'1 trillion de bactéries. Le nombre total de cellules constituant le corps humain est d'environ 60 trillions, donc nous cohabitons avec un grand nombre de bactéries dans notre corps. Ces bactéries sont classées par groupe et s'attachent à la paroi intestinale. Les bactéries intestinales peuvent être divisées en 20% de bactéries bénéfiques, 10% de bactéries nuisibles et 70% de bactéries neutres. Ce ratio est vrai uniquement pour les personnes en bonne santé. Lorsque l'environnement se dégrade, le ratio de bactéries bénéfiques diminue et le ratio de bactéries nuisibles augmente, ce qui a des effets négatifs sur la santé du corps. Un environnement intestinal malsain vous rendra susceptible à la constipation, ce que tout le monde peut prévoir. En réalité, les intestins sont connus pour être le plus grand organe immunitaire du corps, car la majorité du système immunitaire commence dans les intestins. Par conséquent, lorsque l'environnement intestinal est mauvais, non seulement les intestins, mais l'ensemble du système immunitaire du corps sera également affecté négativement. L'hormone du bonheur, la sérotonine, est principalement produite dans les intestins. Les intestins sont une glande endocrine produisant différentes hormones. Ainsi, lorsque l'environnement intestinal est mauvais, l'équilibre hormonal dans le cerveau sera également perturbé. Beaucoup de gens peuvent penser que la relation entre le cerveau et les intestins est que le cerveau est en haut et les intestins en bas. Mais en réalité, les intestins sont l'organe principal, c'est-à-dire que les intestins dominent le cerveau. Cela est également évident lorsque l'on examine le processus évolutif des organismes. Les premiers organismes multicellulaires apparaissant sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, et le temps d'évolution vers les animaux est de 5 millions d'années, mais le premier organe à se former était les intestins. Aujourd'hui, il existe encore des organismes tels que les hydres ou les anémones de mer qui existent sans cerveau ni cœur, mais seulement avec des intestins. En revanche, il n'existe aucun organisme qui puisse survivre sans intestins, prouvant ainsi que les intestins sont plus importants que le cerveau. Si l'environnement intestinal est mauvais, l'hormone du bonheur et l'équilibre hormonal dans le cerveau seront perturbés. La fonction intestinale est régulée par le système nerveux autonome. Pour améliorer la fonction du système nerveux autonome, marcher est la meilleure méthode. En résumé, lorsque vous marchez,
non seulement vos intestins, mais votre cerveau aussi sera en meilleure santé. Inclinez le bassin vers l'avant. Inclinez le bassin vers l'avant. Le bassin est une collection de tous les os dans la partie arrière et est l'endroit où le haut du corps repose. Par conséquent, le bassin relie les mouvements du corps supérieur et inférieur. Mais pourquoi faut-il incliner légèrement le bassin vers l'avant? Lorsque le bassin est incliné vers l'arrière, le ventre et les fesses ne bougent pas, et le bassin ne se déplace pas de manière fluide. Si le bassin n'est pas flexible, seules les jambes bougeront, ce qui ajoutera une charge inutile aux articulations des hanches et des genoux. Que devez-vous faire pour incliner légèrement le bassin vers l'avant? Maintenez une force dans le bas de l'abdomen, serrez l'anus et soulevez les fesses. Si vous essayez de faire cela, vous sentirez que le bassin s'incline légèrement vers l'avant et que votre dos se sentira plus à l'aise. J'espère que la sensation d'inclinaison du bassin vers l'avant a été bien transmise. Lors des consultations médicales, je vois souvent de nombreux patients inquiets que leur bassin soit décalé. Ils viennent à la clinique avec un air triste et disent « Le médecin a dit que mon bassin était décalé ». Mais arrivé à un certain âge, tout le monde aura un bassin décalé. Lorsqu'un patient est déçu d'apprendre que son bassin est décalé, je dis souvent « Ce n'est pas grave, tout le monde est décalé, regardez-moi, j'ai même un décalage plus important. » J'ai moi-même des problèmes de dos et je vais souvent chez le médecin, et chaque fois, j'entends la phrase « Votre bassin est très décalé ». Dire que le bassin est décalé est une expression difficile à définir. Est-ce quelque chose que tous les patients doivent entendre? Il semble qu'après 60 ans, personne ne puisse se tenir complètement droit. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours marcher. Même s'il y a un décalage, ce n'est pas un problème trop important, alors gardez la bonne posture et ajustez-la lentement. Maintenez une force dans le bas de l'abdomen, serrez l'anus et soulevez les fesses. Gardez cela à l'esprit et pratiquez-le régulièrement. Tirez les coudes vers l'arrière autant que possible. Tirez les coudes vers l'arrière autant que possible. Une fois que vous savez comment vous tenir droit avec le bas de l'abdomen, les épaules et le bassin, la prochaine étape est de marcher. Posez le livre et marchez comme d'habitude. Si possible, vérifiez votre posture devant un miroir. Êtes-vous courbé? Votre ventre est-il poussé en avant lorsque vous marchez? Une de vos épaules est-elle inclinée? Si vous présentez ces signes, rappelez-vous de maintenir la bonne posture avec le bas de l'abdomen, les épaules et le bassin. Ensuite, vérifiez si vous maintenez vos bras dans la même position. Utilisez-vous seulement vos jambes pour marcher sans dynamisme? Il y a un dicton qui dit que votre démarche montre votre âge, et la partie du corps qui reflète le plus l'âge est le bras. Beaucoup de gens, en vieillissant, marchent seulement avec les jambes. Si je leur conseille de balancer les bras en marchant pour paraître plus jeunes, ils essaieront de le faire, mais la plupart d'entre eux ne bougeront que les bras vers l'avant. La différence d'âge se manifestera par le degré de tirage des coudes vers l'arrière. Pourquoi les coudes sont-ils importants? Lorsque vous tirez les coudes vers l'arrière, les épaules se déplacent. Cela signifie que la partie qui doit bouger n'est pas le bras, mais l'épaule. La zone autour des épaules est la plus musclée de votre corps. Marchez en utilisant ces gros muscles, et non seulement la partie inférieure, mais aussi la partie supérieure de votre corps sera sollicitée. Il suffit de garder quelque chose à l'esprit, soyez conscient de vos muscles abdominaux pour garder le haut du corps droit. Faites attention à vos fessiers pour minimiser les blessures lors de l'atterrissage. Faites attention à vos cuisses pour déplacer le bassin et soulever légèrement les cuisses. Peut-être que vous trouverez cela très difficile et penserez que c'est épuisant même avant de commencer à marcher. Mais en réalité, simplement marcher avec les jambes vous fatiguera beaucoup plus. Si vous êtes conscient de chaque muscle, cela pourrait vous sembler plus compliqué de marcher. Ainsi, concentrez-vous simplement sur le fait de tirer les coudes vers l'arrière et de maintenir la bonne posture. En faisant cela, vous marcherez naturellement avec l'ensemble de votre corps. Encore une fois, la chose la plus importante est de tirer les coudes vers l'arrière. Si vos coudes ne bougent pas facilement vers l'arrière, cela peut être dû à la rigidité des épaules. Si vous bougez régulièrement vos épaules, les muscles environnants seront plus souples et vous pourrez tirer facilement les coudes vers l'arrière en marchant. Les épaules ne sont souvent pas beaucoup sollicitées,
mais si vous faites des échauffements légers avant de marcher, vous ne ressentirez pas de tension dans les épaules et pourrez bouger les coudes librement. Pensez que marcher vous apportera un double bénéfice si vous gardez une pensée positive. Marcher avec une pensée positive apportera un double bénéfice. Marchez non seulement avec votre corps, mais aussi avec votre esprit. Le département de recherche médicale d'un hôpital a découvert que si les personnes atteintes de troubles cognitifs légers faisaient de l'exercice en étant attentives, elles pouvaient empêcher le développement de la démence. Ils ont proposé diverses méthodes d'exercice, dont marcher tout en comptant à rebours de 50 à 30 ou marcher en combinant avec des exercices. Un de mes patients a marché tout en mémorisant les plaques d'immatriculation des voitures qui passaient et en additionnant les chiffres. Un autre a utilisé les 4 chiffres de la plaque d'immatriculation pour créer une équation dont la somme était égale à 0 en marchant. Il pensait que c'était un jeu, mais en réalité, c'était une méthode très efficace pour entraîner leur esprit. Une autre manière amusante est de réciter de courts poèmes en marchant. Vous n'avez pas besoin d'être trop sophistiqué, il vous suffit de mémoriser les vers que vous aimez pendant que vous marchez. Vous pouvez vous fixer un objectif de composer 10 ou 20 vers par jour. Cela stimulera votre pensée en vous faisant réfléchir aux vers et en vous rappelant ce que vous avez complété. Peut-être que les grandes découvertes de l'histoire ont toutes été réalisées en marchant. En restant immobile, vous ne pourrez pas avoir de bonnes idées. Les pensées viennent à vous lorsque vous marchez, et les idées jaillissent comme des éclairs dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de penser à des concepts abstraits comme un grand philosophe. Avoir de bonnes idées, c'est déjà une grande découverte. Marcher est un excellent moyen de produire de bonnes œuvres. Marchez et vous verrez que cela devient plus intéressant. Marcher aide à améliorer le cerveau pour 2 raisons. La première est une raison indirecte et la seconde est directe. Examinons d'abord la raison indirecte. La principale raison pour laquelle la fonction cérébrale diminue est la réduction de l'apport en oxygène au cerveau. L'oxygène inhalé par les voies respiratoires est fourni au cerveau et à l'ensemble du corps par le sang. Pour augmenter l'apport en oxygène au cerveau, il existe 2 façons, améliorer la capacité d'absorption de l'oxygène dans le corps et stimuler la circulation sanguine. La capacité d'absorption maximale de l'oxygène est définie comme la quantité maximale d'oxygène que le corps peut absorber en 1 minute. Un volume thoracique plus grand augmente la capacité d'absorption de l'oxygène. L'âge affecte également cette capacité. En général, la capacité d'absorption maximale d'oxygène atteint son pic vers 20 ans et diminue ensuite. Cependant, vous pouvez être assuré que l'exercice aérobique peut augmenter la capacité d'absorption maximale d'oxygène. Peu importe vos efforts, votre capacité d'absorption maximale diminuera après 35 ans. Cependant, il y a une différence marquée entre ceux qui font régulièrement de l'exercice et ceux qui ne le font pas. Les personnes qui ont l'habitude de marcher amélioreront leur capacité d'absorption de l'oxygène, augmentant ainsi l'apport en oxygène au cerveau et ralentissant le processus de vieillissement du cerveau. La circulation sanguine s'améliorera également lorsque vous marcherez. Lorsque vous respirez de l'oxygène frais, le sang commence au cœur, passe par les artères vers tout le corps, puis revient au cœur par les veines, collectant les déchets. Cependant, pour que le sang retourne au cœur depuis les jambes, il doit remonter la gravité. À ce moment-là, les muscles aident à pousser le sang vers le cœur, en particulier les muscles du mollet, appelés « deuxième cœur ». Les muscles du mollet fonctionnent comme une pompe, améliorant ainsi la circulation sanguine. Il y a eu une période où le massage des mollets est devenu très populaire. Des livres disent que masser les mollets aide à améliorer la circulation sanguine et à prolonger l'espérance de vie. Clairement, le massage des mollets est une bonne méthode. Mais se contenter de masser n'est pas suffisant. Marcher, combiné à un massage des mollets, est la meilleure méthode pour améliorer la circulation sanguine. En résumé, la première raison pour laquelle marcher aiguise le cerveau est l'augmentation de l'apport en oxygène et l'amélioration de la circulation sanguine, ce qui permet à l'oxygène d'être distribué uniformément au cerveau. La deuxième raison est plus directe. Des parties comme les mains, les jambes, les yeux et les oreilles sont des organes qui reçoivent des informations de l'extérieur et les transmettent au cerveau, tout en recevant des ordres du cerveau pour agir. Par conséquent, lorsque vous faites travailler ces organes, vous stimulez directement le cerveau.
En d'autres termes, lorsque vous utilisez vos mains et vos pieds, vous stimulez également votre cerveau. En réalité, lorsque vous utilisez vos mains et vos pieds, les cellules nerveuses dans le cerveau sont stimulées, et les synapses, connexions entre les cellules nerveuses, s'allongent. Ces synapses allongées se connectent à d'autres cellules nerveuses et créent de nouvelles voies nerveuses. C'est la raison directe pour laquelle marcher aide à améliorer le cerveau. Que signifie l'amélioration du cerveau d'un point de vue neuroscientifique? Pour le dire simplement, cela signifie que le cerveau a plus de cellules nerveuses et que les voies nerveuses sont bien connectées. Les bébés ont beaucoup de cellules nerveuses, mais les voies nerveuses sont relativement lâches. En grandissant, ces voies nerveuses s'étendent de manière incroyable grâce aux stimuli de l'environnement extérieur. Bien que les voies nerveuses commencent à dégénérer après un certain âge, elles conservent toujours la capacité de se régénérer. Lorsque vous marchez et utilisez vos bras et vos jambes, les cellules nerveuses sont stimulées et reconnectées. En réalité, le nombre de cellules nerveuses dans le cerveau n'est pas différent. Auparavant, on pensait que le nombre de cellules nerveuses était le plus élevé à la naissance et qu'il diminuait ensuite. Mais récemment, il a été découvert que des cellules souches nerveuses dans le cerveau ont la capacité d'augmenter le nombre de cellules nerveuses. Marcher stimule le réseau nerveux et est le secret pour augmenter le nombre de cellules nerveuses. Lire des livres vous aide à acquérir de nouvelles connaissances que vous ne connaissiez pas auparavant, tout en stimulant votre pensée pour générer de nouvelles idées. Marcher produit également un effet similaire. J'ai lu pour vous le livre « 90% des maladies peuvent être guéries simplement en marchant ». C'est une action simple, facile à réaliser et peu coûteuse. Ce livre nous pousse à réfléchir sur le fait que nous avons peut-être sous-estimé l'efficacité de la marche jusqu'à présent. Faites souvent des promenades et habituez-vous à utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur pour avoir un corps et un esprit sains. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui.